Écoute Julie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast de Sans filtre ajouté. J'ai plein de questions à te poser. Tout d'abord, je te propose de te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaisseraient pas encore. Ok. Donc, je m'appelle Julie Bourreau. Je suis la cofondatrice de Ramdam Social. Ramdam Social, je t'expliquerai plus en détail. Bien Mais c'est sûr. une entreprise dont l'objectif est de donner à chacun un moyen d'agir facilement contre la précarité. Alors justement, parle-nous de Ramdam Social. Alors il y en a beaucoup des auditeurs qui écoutent le podcast qui connaissent déjà, mais si tu pouvais peut-être, oui, non mais évidemment, ceux qui s'intéressent un peu à la grande distribution et l'agroalimentaire, évidemment vous surveillent et vous regardent depuis un moment, je peux te le dire. Est-ce que tu peux nous présenter Ramdam Social en quelques mots? Ouais. L'idée de Ramdam, c'est en fait te dire que tout en achetant pour toi, tu peux aussi aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette entreprise avec Luco ? En fait, on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, en France, tu as une personne sur trois qui est en situation de précarité. Donc, une personne sur trois, c'est énorme et ça peut être n'importe qui. Tu vois, ça peut être un étudiant qui a un prêt sur le dos, ça peut être un retraité qui a 700 balles par mois pour vivre, ça peut être une mère qui jongle entre plein de boulots différents. Donc, tu as un contexte de précarité sociale qui est en forte hausse, malheureusement, en France, avec des assos qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est quasiment un projet associatif sur deux qui ferme faute de financement. Et l'État qui n'arrive plus forcément à suivre et à donner assez de subventions à tout le monde. Donc, un contexte qui est dur. Et un contexte qui est dur pour le consommateur aussi, qui se dit oui, moi j'ai envie d'aider, mais voilà, il y a un stress financier où tu as l'impression de même plus pouvoir aider. En revanche, tu as quand même un truc qui est hyper positif, c'est que tu as 2 Français sur 3 qui veulent agir contre la précarité parce qu'ils ne trouvent pas ça normal. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de moyens simples de le faire. En revanche, on fait tous nos courses. Donc, on s'est dit, on va utiliser les courses pour lutter contre la précarité. Donc, on va proposer... Je fais un petit peu de pub en même temps. On va proposer des bons produits qui sont bien produits, que tu prends plaisir à consommer parce qu'ils sont de qualité, qui sont produits en France. Et à chaque fois que tu achètes un de nos produits, ça va financer un don concret pour quelqu'un dans le besoin. Exemple, nos chips qui sont fabriqués à Guérande ou en Picardie, ça va permettre de distribuer soit une soupe, soit une boisson chaude, un biscuit à une personne qui est rencontrée par le SAMU social. Et l'idée, c'est de vraiment faire ça sur tous les produits de ton quotidien à terme, avec d'un côté de la production française pour pouvoir soutenir le producteur français et à terme créer de l'emploi, soutenir l'économie de proximité, et en plus redistribuer entre 7 à 10% de notre chiffre d'affaires pour agir contre la précarité. Alors pourquoi la précarité ? Enfin, ma question, c'est il y a énormément de causes. Tu vois, je peux citer c'est qui le patron ? C'est les agriculteurs. Enfin, je caricature vraiment le truc, mais évidemment, tout le monde est derrière ce projet. Mais pourquoi celui-ci et pas un autre ? Il y a l'environnement, il y en a tellement. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit on va sur ce projet-là ? Je pense que et Luco, qui est mon associé, Oui. dont j'aurais peut-être dû parler un peu plus tôt d'ailleurs, et Luco et moi, on a toujours été assez sensibles à tout ce qui est impact social, problématique sociale. Luco, il a travaillé chez Danone, chez Bell, sur des théories de Mohamed Younous. Comment est-ce que tu inclus l'impact social dans ta création de valeur ? Moi, je viens d'un milieu où le monde associatif est très présent, donc j'ai grandi avec cette culture-là. Je dis pas que tout est réglé sur l'environnement, c'est pas vrai, et on est tous les deux assez sensibles à ces problématiques, mais on s'est dit aujourd'hui il y a une émulation qui se crée sur l'environnement et il y en a pas encore sur le social en France, mais c'est pas le cas dans d'autres pays. Tu vois, ce système de produits partage qu'on a mis en place chez Ramdam, t'en vois en Australie avec Thank You, Who Gives a Crap, t'en as en Allemagne avec Share, t'en as en Angleterre avec One Water. Et en fait, on a observé tous ces modèles qui se créaient, on a trouvé ça incroyable et on s'est dit, voilà, c'est ce qu'il faut faire et ça marche ailleurs, du coup, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas en France ? Et comment vous êtes connus justement avec ton associé ?
T'en parles, dis-nous quelques mots peut-être sur votre rencontre. Je l'ai chassé sur LinkedIn. Ah, c'est pas vrai. Ok. C'est quoi les critères pour être associé avec toi? En fait, il a annoncé une mission justement pour une boîte allemande qui s'appelle Cher, qui fait un peu ce qu'on fait. J'ai découvert Cher comme ça, je me suis dit waouh, c'est incroyable. Moi, j'ai envie de t'accompagner dans ces réflexions. Donc, on s'est rencontrés comme ça, on s'est eu plusieurs fois au téléphone. On a travaillé avec cette entreprise allemande qui est géniale. Et puis, fin de mission, au bout de 3 mois, on s'est dit, mais en fait, on travaille trop bien ensemble, on a plein de centres d'intérêt communs, donc pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de créer quelque chose et du coup, on s'est donné 5 mois en se disant, si dans 5 mois, on a réussi à aboutir un projet et qu'on a réussi à embarquer un distributeur, on a dès le début voulu monter un projet très collaboratif. Si on a réussi à avoir un distributeur à nos côtés, c'est parti. Et on a eu 2 distributeurs, donc c'était chouette. Mission réussie. Ouais. Donc en 5 mois, ça paraît long, mais ça paraît extrêmement court. Qu'est-ce qu'on met en place? C'est quoi les premières briques, les premières actions qu'on met en place justement pour émerger dans cet océan de la grande distribution qui est extrêmement bataillé par une multitude de marques, une multitude de projets, une multitude d'entrepreneurs? Alors, j'aimerais te dire qu'on a été... C'est quoi la recette magique? Processé. D'abord, on a fait ça. En vrai, pas du tout. Tu fais un peu tout en même temps et tu testes plein de trucs. Le fameux test and learn de tous les start-upers. On a un avantage, c'est qu'on a entrepris vieux par rapport à d'autres entrepreneurs. Donc, nous, la grande distrie... tout est relatif, mais tu vois, on avait 10 ans d'expérience en grande conso. Luco, plutôt sur la partie commerciale. Moi, plutôt sur la partie marketing. Donc, on avait certains réflexes. Je pense que ce qu'on a fait d'abord, c'est aller voir les assos. Essayer de comprendre quels étaient leurs besoins. On s'est rendu compte que tu avais un besoin, certes, de financement, mais tu avais un besoin aussi de prévision. Ce qui, nous, tu vois, dans le monde de la grande conso, nous paraît évident. On a un budget, on sait quel budget on peut dépenser en marketing pour l'année. Les assos, tu as, je crois, 60% des dons qui sont en fin d'année. Donc, au final, elles ne savent pas trop comment elles vont fonctionner. Donc, il y a ce besoin de financement récurrent. On s'est dit, tiens, c'est intéressant parce que moi, avant, chez Innocent, je pense que les collègues d'Innocent riraient en m'entendant dire ça, mais on sait dire à peu près à 5-10% combien de bouteilles de jus d'orange on va vendre le mois d'après. Donc, si tu es capable de dire à ton asso combien tu vas lui donner tous les mois, tu vois, on s'est dit, ah là, il y a un truc qui est vraiment hyper intéressant. Ensuite, on s'est rendu compte que le projet les intéressait. Qu'elles n'étaient pas, non mais vous êtes tout petits, vous servez à rien. Elles étaient hyper intéressées par le projet. Au moins les 3 premières d'entre elles, donc le Secours Populaire, le SAMU Social et les banques alimentaires. Ensuite, on allait voir des producteurs. On s'est un peu posé la question, est-ce qu'il faut de bons produits français avec le coût de la production française qu'on connaît, ou est-ce qu'il faut des produits hyper abordables en sacrifiant 2 ou 3 points? Nous, on a fait rapidement le choix de ne pas sacrifier et de soutenir les producteurs français comme je t'expliquais au début. Et une fois qu'on a eu notre petit package, on a commencé à aller voir les enseignes. C'était un moment inflation, restriction des assortiments pour... 2021 non, 2023. 2023, mais tu vois, c'était encore ça. Ouais. Et on s'est dit que ça allait être compliqué. Et en fait, tu as 45 millions de Français qui veulent agir contre la précarité. Et tu en as chez les producteurs, chez les assos, chez les distributeurs aussi. Donc, on a eu une super écoute. Et quand on a eu ces 3 piliers, c'est parti. Très belle aventure. Et tu parlais tout à l'heure, on parlait un peu en off des backstage de Ramdam et notamment du début. Et je te disais que moi, ce que je trouve assez incroyable sur votre projet, un des éléments, évidemment, c'est la visibilité en linéaire. Bon, je tanne tout le monde avec ça, le terrain, mais c'est là où se font tout, l'achat et notamment le contact entre le consommateur et le produit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que vous faites en com, en marketing, pour vous différencier? Parce que, effectivement, quand on se lance, on n'a pas forcément les budgets des gros.
Mais par contre, on doit se faire de la place en rayon. Donc, qu'est-ce qu'on fait justement pour mener à bien cette mission ? Dans les partis pris du début, il y en avait un qui était il faut qu'on soit hyper concret et il faut qu'on soit très transparent. Donc il y avait cette volonté d'avoir une communication transparente. Et effectivement, quand tu n'as pas d'argent, quel est ton premier moyen de communication ? C'est ton packaging. Donc on s'est dit il faut qu'on soit très transparent, concret sur notre packaging. Et comme on n'aura pas beaucoup d'argent, ce sera compliqué d'émerger en linéaire. Donc il faut qu'on arrive à créer une rupture visuelle dans le rayon qui interpelle l'œil. Et après, si le contenu est bon, et si le produit est bon, normalement, la personne prend le produit et cherche. Et donc, il fallait qu'on casse un peu les codes. Aussi parce qu'on voulait montrer qu'on était un nouveau modèle de consommation, un nouveau type de solidarité. Donc, il fallait aussi créer cette rupture visuelle. Et donc, on a commencé à réfléchir au packaging. Quand on est allé voir les enseignes au début, j'avais drafté un pack très, très classique qui était efficace, tu vois, qui passait un peu le message. Mais je me disais, non, là, ça ne reflète pas assez le côté innovant. Donc, je suis allée voir une agence qui fait qui fait pas de packaging, qui fait du site web. Et je leur ai demandé de faire nos packaging en disant respectez aucun code. Et on voit tout le monde te veut en client. Tu vas avoir des demandes. Je sais pas, parce que je les ai quand même bien épuisés, tu vois. Au bout de 2 mois, ils en avaient quand même un peu marre. Mais on est arrivé avec tu vois, ces trucs qui paraissent un peu fous quand tu fais du marketing depuis longtemps. On s'est dit, la marque, elle est quasiment pas visible. On va être connu pour ce qu'on défend, pour ce qu'on fait, pas pour qui on est. Donc, on a M'acheter, c'est faire un don en gros. Et Ramdam Social, il faut que tu le cherches si tu le trouves. On a mis des petits bonhommes et en fait, on a une vingtaine de bonhommes qui tournent sur les packaging. On a à peu près 5 différents par pack avec cette idée de représenter le corps social et tout le monde qui peut prendre part. Et pour la petite anecdote, j'ai fait un test conso. On a beaucoup discuté avec des consos au début. J'ai fait un test conso en montrant ma maquette horrible et en montrant le pack de Baptiste et Flo. C'est la maquette horrible qui l'a emporté, mais haut la main. Enfin, je pense qu'on a eu 500 réponses et tout le monde nous disait mais on voit pas la marque, on comprend rien, il y a trop de bazar sur votre pack. Et on y est quand même allé à l'intuition en se disant oui, c'est normal que ce soit déroutant parce que c'est pas les codes, mais on avait fait des tests en rayon, on trouvait que c'était canon et on y est allé quand même. Parce que là, les tests conso que vous avez faits, c'était sur ordinateur, en rayon. On a fait un peu les deux. On a fait de manière un peu plus méthodologique en mode quanti, tu as 300 répondants. Et après, on a fait des maquettes en rayon. Et là, vraiment en mode étudiant. Et on interviewait les gens qui passaient devant le rayon et on leur demandait ce qu'ils en pensaient. Et là, on en a peut-être une 30aine. Ok. Du coup, ça donnait quelques... je trouve que de prendre ce parti pris-là et de se dire mes consos ne me disent pas d'aller dans cette direction, mais je vais quand même y aller, c'est vraiment chouette parce que pour le coup, ça montre que tu bosses vraiment à l'intuition. Et aujourd'hui, ça marche. Justement, j'allais te poser la question. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres ? Tu as déjà fait l'exercice sur un certain plateau et on va en parler. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres en termes de référencement, combien de magasins, chiffre d'affaires, marge, juste pour qu'on ait une idée au bout d'1 an, où est-ce que vous en êtes ? Ouais. On a commencé du coup la commercialisation en février 2024. Tu vois, donc c'était l'anniversaire de Ramdam il y a quelques jours. On a commencé avec 60 magasins Carrefour en Ile-de-France, des Carrefour et des Carrefour Market. Donc, et aujourd'hui, on est dans à peu près 1800 magasins. On a commencé on a eu une nouvelle enseigne à peu près tous les mois. On a eu Franprix, on a eu Cora, on a eu Monop. Maintenant, on est même chez Relais, on est dans des cinés, on est dans des salles de spectacle, on est chez La Tournée, on est chez Day by Day aussi sur du vrac ou du produit consigné. Donc, on est dans à peu près 1800 magasins. On a pu cofinancer à peu près...
Alors, on met le compteur à jour toutes les semaines sur notre site internet, mais je crois qu'on a à peu près 300 000 aides concrètes qui ont été financées en tout pile 1 an et grâce à 15 produits, puisqu'on a eu 2 vagues de lancement de produits. Donc c'est hyper chouette parce que notamment sur les magasins qu'on a depuis le début, tu vois, 1 an de commercialisation, c'est court, mais sur les premiers magasins partenaires, déjà, on n'en a perdu aucun, parce que c'est dur de rentrer en grande distribution, mais c'est aussi hyper dur d'y rester. De sortir. Et on voit qu'on a des VMH, donc des rotations, des ventes par semaine, par magasin, qui sont en progression. Donc, on voit qu'on a du réachat et qu'on convainc de par le projet, mais aussi beaucoup grâce à la qualité du produit. Parce que là, je ne sais pas si tu auras tout en tête, parce que vous avez plusieurs produits, mais par exemple, sur les chips, c'était le premier produit d'appel que vous aviez, il me semble. Ouais. En VMH, vous êtes aux alentours de combien ? Alors, on reste quand même une petite marque. Oui, donc oui, ça bien va, sûr. Non, mais on va pas rentrer en égo et par rapport à d'autres grandes marques. Pas du tout. C'est pas du tout l'objectif. C'est juste d'avoir un ordre d'idée. Je pense que on peut être à peu près à 50% du leader. Du leader, ouais, ok. Ce qui est déjà à 1 an, tu te rends compte, l'intégralité des enseignes, c'est incroyable. 1800 points de vente, c'est assez incroyable. Comment vous choisissez alors, non, je la refais. Évidemment, j'ai eu plein de questions quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir sur le podcast, puisque, comme je te le disais, vous intriguez parce que vous arrivez quand même avec une très belle force de frappe pour 1 an en point de vente. Et donc, j'ai eu quelques questions que je vais te faire écouter tout de suite. Pour ma première question, ce que j'aimerais savoir, c'est finalement comment sont choisies les causes dans lesquelles s'engage Ramdam Social, puisque en fonction des produits qui sont achetés par les clients, il y a différentes causes qui sont soutenues avec différents partenaires associatifs. Et également, une question sous-jacente, c'est quelle est la stratégie d'évolution de la gamme de Ramdam Social, parce qu'aujourd'hui, il y a une diversité de produits en épicerie sucrée, salée, avec les biscuits apéritifs, en hygiène, avec de très bons produits. Mais savoir finalement comment Ramdam Social prévoit de développer sa gamme et les différentes catégories de produits, et est-ce que c'est nécessairement lié ou pas aux causes qu'il souhaite soutenir ? Voilà, donc c'est Manuel Chatin qui travaille chez Intermarché qui pose cette question. Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, merci, c'est une bonne question. Alors, sur la première partie, nous, notre action, c'est de lutter contre la précarité. La précarité, c'est un gros mot. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle est assez multifacette. Donc, on a commencé par la précarité alimentaire, mais pour nous, tu as une précarité qui commence par l'absence de lien social. Et de ça découle plein de types de précarité. Précarité alimentaire, précarité hygiénique. C'est 1 femme sur 3 qui dit devoir hésiter entre acheter un produit d'alimentaire ou un produit d'hygiène. Je pourrais te parler de la précarité numérique aussi, des personnes qui n'ont pas accès à des démarches en ligne qui aujourd'hui... tout se passe en ligne. Donc, nous, notre but, c'est de lutter contre la précarité avec... toujours cette volonté d'être très concret, très transparent. Une catégorie de produits soutient un projet associatif. Du coup, on a discuté avec les associations, on a regardé quels étaient les projets associatifs qui nous permettaient d'avoir un maximum d'impact, d'être un maximum efficace, de quoi avaient besoin les associations pour le faire. Et petit à petit, on en a sélectionné d'abord avec le Secours Pop, le SAMU social et les banques alimentaires. Et puis, on a étendu, par exemple, à la précarité étudiante avec Linky Entraide étudiante, où nos plats cuisinés vont financer des portions de fruits et légumes pour des étudiants, ou à la précarité menstruelle avec notamment des serviettes périodiques qui vont soutenir des journées de protection périodique avec une association qui s'appelle Don Solidaire. Donc, c'est vraiment les problématiques qu'il y a de précarité qui font que vous allez sur une ou une autre catégorie, c'est ça ? Exactement. Okay. On commence par la précarité et avec toujours cette volonté d'être très, très concret pour que le consommateur sache à quoi sert son achat. Donc ça, c'est pour la première question. Tu avais complété. Pour la deuxième partie, on a voulu commencer par l'apéro et le goûter,
parce que le plaisir, ça reste le premier driver d'achat. Donc on s'est dit, c'est beaucoup plus simple de convaincre un Français avec des bonnes chips, des bons cookies, des bons sablés, qu'avec des bonnes serviettes périodiques. Donc on est allé directement sur ces produits-là. Aussi parce que si tu prends les chips, je crois que tu es à 90 ou 95% de taux de pénétration. Tu es sur une fréquence d'achat hyper élevée, je crois que c'est 8 à peu près. Donc finalement, générer un maximum d'impact, c'est beaucoup plus simple avec des produits que tout le monde consomme qu'avec des produits niches. Donc on est allé sur des catégories qui allaient pouvoir donner la possibilité à plein de gens d'aider. Avec toujours cette volonté de se dire que la précarité, enfin, aider les autres, c'est pas chiant. Et du coup, quand est-ce que tu refais le monde avec ta famille, avec tes potes, c'est au moment de l'apéro. Et puis quand tu vieillis, c'est au goûter avec tes enfants. Donc on a ciblé ces moments-là en se disant on a envie d'être présent quand les gens refont le monde. Donc on a commencé comme ça. Ouais, je pense que je t'ai à peu près tout dit. Et aussi, point qui est quand même assez important, c'est que on veut que ce soit simple d'aider pour tout le monde. Donc, ça veut dire que ton producteur, il doit être payé correctement pour qu'il puisse créer de l'emploi et soutenir l'économie de proximité. Ça veut dire que ton distributeur, il doit gagner sa vie normalement, puisqu'il a des magasins à faire tourner, il a des employés à rémunérer. Et ça veut dire que ton consommateur, il ne doit pas payer plus cher. En tout cas, à niveau de qualité équivalente, il ne doit pas payer plus cher. Parce que sinon, il le fera une fois, il le fera 2 fois, puis à un moment, il arrêtera. Donc, on s'est dit comment est-ce que, tu vois, ça fonctionne tout ça. Donc, on a vraiment réfléchi à un modèle où on arrive quand même à être sur des prix de vente qui sont compétitifs à niveau de qualité équivalente. Ouais. Ça, c'était aussi une des questions de Manuel. Moi, une des questions sous-jacentes, c'est plutôt sur la force de frappe d'un point de vue commercial. Aujourd'hui, vous êtes présent aussi chez les indépendants, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Comment, avec une force de vente assez réduite, parce que ce qui est tout à fait normal, vous commencez et ça fait 1 an que vous êtes sur le marché, tu fais pour rentabiliser un chef de secteur qui va en point de vente et qui doit visiter plusieurs rayons? Est-ce que ça, c'est une chose qui vous pose problème ou à l'inverse, pas du tout? Alors, oui, évidemment, je pense que c'est les questions qu'on se pose tous quand on travaille en grande distribution. Moi, je dirais qu'on a une chance, c'est que notre projet, on l'a construit de manière collaborative et qui parle à beaucoup de monde. Donc, on a eu plein de coups de main du siège, de toutes les enseignes avec lesquelles on travaille. On a vraiment cette réflexion collaborative de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui simplifie la vie de tout le monde. Donc on a commencé par faire ça avec le siège, notamment sur les conditions logistiques. Ensuite, on avait un petit peu peur en arrivant en magasin, tu vois, on arrivait très rapidement, donc on n'était pas sur les planos. On s'est dit, oh là là, les magasins, ils ont déjà du mal à faire rentrer tout le monde. Nous, on va arriver, on va faire les yeux doux et on va demander 4 facings de chips en plus. Enfin, ils vont pas du tout aimer. Et en fait, c'est un projet qui parle à tout le monde, aussi dans les personnes qui sont sur le terrain, qui nous ont dit ok, t'es pas au plano, t'inquiète, je te mets là et tu bougeras pas, fais-moi confiance. Enfin, on a eu un super accueil, c'était vraiment génial ce moment-là. Donc on a commencé à travailler comme ça. Après, on a embauché des chefs de secteur sur les régions sur lesquelles on était les plus présents, donc l'Île-de-France et le Sud-Ouest, puisqu'on est bordelais. Et après, on s'est dit très rapidement, il nous faut une force de vente parce que c'est indispensable d'être bien visible en magasin. Pas la payer, comment on fait. On a trouvé d'autres marques, notamment Café Joyeux, qui est une super entreprise qui partage aussi les mêmes valeurs que nous. Et du coup, on a travaillé sur une force de vente partagée. La force de vente, on aime bien dire la force de vente de l'impact, en toute humilité. Et on visite les magasins comme ça, main dans la main. Et Café Joyeux, qui sont chez Carrefour? Ouais, ils sont chez Carrefour. Alors là, c'est le jeu, c'est le mercato présentement. Évidemment. Mais ils sont pas que chez Carrefour, je crois qu'ils sont... tu les interviews, mais ils doivent être chez Auchan aussi, chez Monoprix, chez Casino, chez Inter. Ça fait sens. Et le but, quand tu fais une force de vente mutualisée, c'est que tu aies un sens commun et que les boîtes se retrouvent.
On va parler de l'événement qui va vous animer énormément ces prochains jours. Votre participation à Qui veut être mon associé. Alors, évidemment, je sais que tu ne pourras pas tout partager sur ce podcast à mon grand regret. En revanche, j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu as un moment clé à nous partager des coulisses de Qui veut être mon associé ? Ouais, j'en ai un que j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si ça répondra à tes attentes, mais c'est long le tournage de Qui va être mon associé. Ça se fait pas en 20 minutes Non, ça se fait pas en 20 minutes. Et donc, du coup, tu as pas mal de préparation avant de monter sur le plateau où tu es avec les équipes de production. Et ça dure entre le temps, tu vois, où tu répètes, où tu es maquillée. Habillé, etc. Enfin, il se passe peut-être, je sais pas, c'est dur à dire, mais il se passe plusieurs heures. Et nous, on avait ramené des chips, des biscuits, des gâteaux apéro. Et l'ambiance, elle est super sur le plateau. Et t'es vraiment chouchouté. On a envie que tu te sentes bien, que tu sois à l'aise. Parce que clairement, moi, c'est pas un exercice que j'aime beaucoup. Et du coup, on s'est retrouvés à faire un énorme apéro avec toutes les équipes de prod qui ont adoré les produits et qui m'ont même accepté qu'on les filme. Donc, on a des super retours. C'était un bon moment parce que j'avais besoin de me déstresser. Et ils ont été assez cool pour nous suivre dans cette idée un peu loufoque. Parce que quand tu dis que ça dure longtemps, alors effectivement, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en général, les projets passent 5 minutes. C'est vrai qu'en tant que téléspectateur, tu peux t'attendre à, je sais pas, que ça tourne 1 heure, mais en fait, c'est beaucoup plus. Le passage sur le plateau même, combien de temps ça dure, les ping-pong avec les investisseurs ? Je pense que sur le passage, ça dépend, ça peut être entre 1 et 2 heures. Je pense que ça dépend de la complexité des projets, ça dépend de l'intérêt du jury. Mais avant, tu as effectivement 2 heures, un petit peu de préparation, où on te pose aussi des questions pour compléter ce qui est dit sur le plateau. Et où on va te préparer, on va te mettre en condition. Un peu, je sais pas si tu as déjà sauté en parachute, mais... Non, mais parce que c'est un truc qui me fait flipper. On me l'a proposé de nombreuses fois, mais... En fait, le saut en parachute, il dure pas très longtemps, mais avant, on te met vraiment en condition, tu te rends pas compte de ce qui t'arrive. On te met d'abord le parachute, on te met les lunettes, on te fait monter dans l'avion, on te raconte plein de trucs. Là, moi, j'ai vraiment ressenti ça comme ça. Très chouette. Est-ce que tu peux nous dire les attentes que vous aviez avant le tournage de l'émission Qui veut être mon associé ? Alors, elles étaient folles parce que mon associé est un grand fan de Qui veut être mon associé. Donc, depuis qu'on se connaît, il me baratine avec cette émission en me disant on y passera, on y passera. On n'avait pas été pris la première année. Et en fait, nous, on voyait ça comme une opportunité de 2 choses. La première chose, c'est de montrer qu'en fait, le business peut intégrer la dimension sociale. Ça, c'était vraiment hyper important. Et du coup, quoi de mieux que d'aller convaincre des investisseurs ? Et le deuxième point, c'est que c'était une opportunité unique. L'audience de Qui va être mon associé, c'est entre 2 et 3 millions. Ça dépend des épisodes. Quand tu pars du principe qu'il y a 2 personnes sur 3 en France qui veulent lutter contre la précarité, fois 3 millions, t'imagines le bassin de recrutement. Et on n'en a pas parlé, mais dans notre structure de coûts, nous, pour être capable de redistribuer à peu près 10% de notre chiffre d'affaires à des associations, on a dû faire des choix assez drastiques sur notre structure de coûts. Et notamment, on ne fait pas de marketing, on ne fait pas de communication. Donc, une audience comme ça... Cash et sans filtre ajouté. Voilà. Merci de me recevoir. Merci de me laisser parler. Mais c'est un super moyen d'aller convaincre plein de monde. Bien sûr. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager pendant le tournage ? Quelque chose qu'on verra ou qu'on verra pas, qui t'a marqué ? Ouais, alors je sais pas si on la verra parce que tu sais, je vais découvrir les images bien sûr, en même temps que toi. Mais Luco a un tic, un toc. Avant chaque rendez-vous, il adore me checker. Tu sais, il me fait comme ça. Et ça me rend folle, vraiment. J'aime pas ça. Et évidemment, juste avant de rentrer, tu sais, quand t'as les portes qui s'ouvrent et que tu montes sur le plateau, il me fait un check. Et là, je sais pas, du coup, j'ai le réflexe. Je check. D'habitude, je tape toujours à côté. Bon, mais là, je le fais bien. Et j'ai un fou rire nerveux. Pile au moment de monter sur le plateau où t'es censé, tu vois, imposer un petit peu. Un énorme fou rire, impossible de m'arrêter. Et c'est quoi ton tips dans ces cas-là pour... t'es face aux investisseurs et t'as un fou rire, t'arrives à te
à te calmer? Ils sont plutôt bienveillants en face de toi? C'est assez impressionnant l'arrivée sur le plateau. Tu l'as déjà vu le plateau parce que tu t'aides un peu à préparer en amont, mais il n'y a pas le jury dessus. Donc c'est un bon électrochoc, ton fou rire s'arrête assez rapidement. C'est quoi votre marge, votre chiffre d'affaires? Ok. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu pendant l'émission? Alors, j'ai eu... vous vous appelez Ramdam Social et vous êtes nul sur les réseaux sociaux. Je te laisse deviner qui a pu nous donner ce conseil. Sur le moment, il n'est pas agréable ce conseil, mais il est très juste. Nous, ce qui était important pour nous la première année de commercialisation, donc l'année dernière, c'était de montrer que le modèle pouvait fonctionner, qu'on pouvait faire des ventes en magasin et pas que chez les bobos. Et donc du coup on a concentré toute notre attention sur le magasin, le point de vente, comment est-ce que tu émerges dans le point de vente, vraiment la stratégie des derniers mètres, et puis aussi il fallait qu'on génère beaucoup de dons pour montrer qu'on pouvait être massif. Donc c'est vraiment, on s'est concentré là-dessus. Et tout ce qui était annexe, les stratégies plutôt sur du marketing digital, etc., on les a pas mis du tout en place. Et c'est vrai que quand on est arrivé sur le plateau, donc c'était en septembre, tu tournes en septembre, je crois qu'on avait genre 1000 pauvres abonnés sur Insta. Et donc ça nous a quand même un peu piqué au vif. Alors aujourd'hui, ça reste petit, mais on est quasiment à 6000 sur Insta, à peu près un peu moins sur LinkedIn. Mais en tout cas, on s'est dit, c'est juste, il faut qu'on arrive à convaincre les gens et qu'on les engage dans le projet. Donc abonnez-vous à Ramdam Social. Voilà, et j'ai aucun doute qu'après l'émission, le nombre d'abonnés va exploser et puis après ça reste un... Là, les chiffres des premiers épisodes sont assez hallucinants. The Smiley, Nali, c'est des super belles perfs. C'est sûr, exactement. Donc que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi en termes de vente, c'est un truc, ouais, les chiffres, nous on se dit, mais toutes ces personnes qu'on pourrait aider si ça fonctionne. C'est sûr. Et hâte de voir, et ce serait hyper intéressant d'avoir un bilan, je pense que c'est ce que vous allez faire, mais après l'émission, de savoir en un jour, 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé, combien il y a eu de commandes, comment ça a évolué en point de vente, quoi. Mais je pense que même les magasins doivent être au taquet. J'extrapole, mais je suppose. Je te propose un petit jeu, un vrai du faux. Ok. Tu as juste à répondre par vrai ou faux et d'expliquer en quelques minutes pourquoi. Les produits solidaires ont du mal à être rentables, vrai ou faux? Faux. Je pense que tu peux vraiment réfléchir à comment tu répartis la valeur. Je ne vais pas te parler de Ramdam parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, mais si tu regardes par exemple Veja, les baskets Veja, tu as exactement la même réflexion que nous on a eue, c'est-à-dire je veux faire des baskets plus green, je veux faire des baskets plus sociales, quels sont les coûts que je peux couper pour le faire. Donc je pense qu'il faut, on nous demande souvent si on est une innovation et j'ai toujours du mal à répondre, mais je pense qu'on est une innovation dans le sens, une innovation d'usage. On se demande comment tu réalloues la valeur pour avoir un projet qui a du sens tout en visant à terme la rentabilité. La grande distribution est un frein pour les marques à impact, vrai ou faux? Nous, on a eu franchement de super coups de main de plein de monde, donc faux. Bon à savoir. Les magasins jouent le jeu. Les magasins jouent le jeu, vrai. Ils jouent le jeu, ils te donnent ta chance. Nous, on a eu beaucoup de magasins qui nous ont dit nous, on n'est pas une association, on vous donne votre chance, prouvez-nous qu'on a raison de le faire. Et je pense que quand les performances sont là, ça dépote. L'impact, qu'il soit social, environnemental, est aujourd'hui un critère décisif pour le référencement des marques chez les enseignes. Vrai ou faux? Vrai. Je pense que t'as... Je pense que... Ouais, vrai, faux. La réponse de politicien. Non, je pense que c'est vrai où il y a un intérêt. Mais je pense que les enseignes, comme les consommateurs d'ailleurs, ont aussi testé plein de choses et savent aussi quels sont les freins des marques à impact. C'est pour ça que, tu vois, pour nous, c'était hyper important de rester dans les prix du marché, d'être abordable et surtout d'être qualitatif. Aujourd'hui, honnêtement, je pense que notre projet social interpelle, mais ce qui fait que nos produits sont achetés, c'est la qualité du produit avant tout.
Écoute, Julie, j'ai 2 dernières questions avant qu'on se laisse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025? Un maximum de dons. On vise 2 millions d'aides concrètes pour les personnes en situation de précarité d'ici la fin de l'année. Est-ce que tu aurais un message pour les professionnels de la grande distribution qui nous écoutent à ce podcast? Moi, j'ai été assez touchée. On a gagné quelques prix cette année, des prix de la grande distribution. Et je me disais, oh là là, mais on va passer un peu pour les donneurs de leçons, tu vois, en disant, bah, nous, on arrive à faire un projet à impact social. Comment ils vont nous recevoir, eux qui essaient dans des structures un peu plus grosses, un peu plus compliquées à bouger. Et en fait, on a eu des accueils de folie avec plein de gens qui nous disent « Ah, mais c'est hyper inspirant ce que vous faites ». Moi, je m'y attendais pas du tout. Je pense que le conseil, c'est on a tous envie de bien faire et on peut tous le faire. Tu peux pas imaginer au début le nombre de fois on me disait mais Julie, si elle redistribuait 10% de son CA, c'était si simple, tu te doutes bien qu'il y a des gens qui l'auraient fait avant toi. Et à la fin, tu finis par douter toi-même en te disant je comprends pas, sur mon PNL ça marche, alors qu'est-ce que j'ai oublié. Je pense que quand tu as une intuition forte et que tu as vraiment envie de faire bouger les choses, tu peux. C'est une belle conclusion, mais du coup, forcément, ça m'amène à plein d'autres questions parce que tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas eu de projet comme ça avant, quoi? Enfin, franchement, ça interroge. C'est beaucoup plus facile de partir d'une feuille blanche où t'es deux un peu fous à dire on croit en notre truc, qu'en faire bouger des structures un peu plus grosses. Nous, on espère pouvoir inspirer pouvoir inspirer avec ce projet. Parce que tu peux pas savoir le nombre de témoignages adorables qu'on a reçus de personnes qui travaillent dans des entreprises beaucoup plus robustes que la nôtre. Oui, je veux bien le croire. Merci beaucoup, Julie. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques sur l'épisode? Ils peuvent donc soit sur les réseaux sociaux, Ramdam Social sur Insta, Ramdam Social sur LinkedIn, Ramdam Social sur TikTok. Et sinon, mon mail est à peu près accessible très facilement sur notre site internet. Super, merci beaucoup, Julie. Merci à toi. À bientôt.